Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers auditeurs et chers téléspectateurs d'Ecopolis RTV, je vous salue. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui, mais dans le cadre d'une émission spéciale, plateau spécial. Plateau spécial, c'est parce qu'il y a un événement qui est aussi spécial. C'est pourquoi nous nous retrouvons et je suis avec les scientifiques. Nous parlons de l'actualité que tout le monde connaît, que tout le monde en parle. Le samedi 28 février, trop tôt matin, c'est tombé comme le cheveu dans la soupe. Une nouvelle, les États-Unis d'Amérique et Israël ont frappé l'Iran. Voilà pourquoi j'ai pensé faire appel aux scientifiques qui sont avec moi sur ce plateau pour qu'on puisse voir, analyser ensemble quelles sont les causes, pourquoi cette attaque conjointe de l'Amérique et Israël contre Iran. Est-ce que c'est légal? Est-ce que ça répond aux normes internationales? Et parce qu'il y a ces attaques, il y a aussi des conséquences. Quelles sont les conséquences qui sont liées à ces frappes américaines en Iran? Et nous allons essayer de voir les perspectives d'avenir. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs d'Ecopolis, j'ai 4 invités. À ma droite, nous avons Ntsabou Yannick, un habitué de ce plateau. Yannick, il est internationaliste et il est aussi enseignant parce qu'il dispense des enseignements à l'Université libre de Matadi où il est assistant. Bonsoir Yannick. Bonsoir M. Chamboui et merci beaucoup pour l'invitation une fois de plus. Merci. À la droite de M. Yannick, il y a M. Guilhem Boukou Ngoy, un habitué aussi de ce plateau. Lui, il est consultant indépendant et il est expert en stratégie d'entreprise. Monsieur l'expert en stratégie d'entreprise, bonsoir. Bonsoir, bonsoir M. Chamboui. Et soyez le bienvenu. Merci beaucoup, merci. Très gentil de m'avoir accueilli sur votre plateau. Merci. Tout juste à ma gauche, il y a encore un scientifique, un assistant. Il est aussi de l'Université libre de Matadi. Ce monsieur Roger Dissonama, il est aussi internationaliste. Bonsoir Roger. Bonsoir M. Chamboui, et je remercie aussi les commentateurs qui sont avec moi sur ce plateau spécial. Ok, merci. Au bout de notre table, à la gauche de M. Roger, nous avons M. Tuzolana Zulu. Tuzolana, Tolingana. Ok, c'est la mort. Monsieur Tuzolana Zulu, il est politologue et il est analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Chamboui. Ok, avec mes 4 invités, nous allons essayer de réfléchir pendant 1h30. On est ensemble, nous sommes dans vos salons, vous allez nous suivre, vous êtes en voiture, vous êtes quelque part. Gardez votre souffle, nous allons échanger par rapport à ce thème, opérations militaires conjointes qui sont menées par l'Amérique et Israël contre Iran. Je commence avec M. Roger. Comment vous avez pu accueillir cette nouvelle d'attaque ce samedi-là? Comment avez-vous accueilli cette nouvelle le samedi? Merci M. Chamboui. Nous avons suivi l'information parce qu'il y avait déjà un problème au niveau des relations entre les États d'Amérique et l'Iran. Il y avait déjà une tension qui existait depuis longtemps. Et les Américains se préparaient pour une éventuelle attaque contre l'Iran. Ils ont formé des forces conjointes avec les Israël pour attaquer l'Iran. C'était ça l'actualité. On va approfondir d'autres choses par rapport à vos questions. Ok. Zulu, comment vous avez accueilli cette nouvelle le samedi 28 février? Bon, je n'étais pas totalement étonné parce que, vous savez, dans politologue, nous sommes déjà du domaine, nous savons déjà les relations, dans les relations internationales, les guerres par exemple, les conflits armés, ce sont des options qui sont indispensables ou soit inéluctables. Donc,
cela est tombé, comme vous l'aviez dit, que comme un cheveu dans la soupe, mais je l'ai appris normalement, étant politologue que je suis. Donc vous l'avez appris sans ce n'est pas surprise. étrange, sans surprise, donc aucun étonnement, c'est normal pour moi. Normal, Alain, Guilain, beaucoup, les samedis, vous vous réveillez, vous étiez où quand Je me suis réveillé comme d'habitude. Les matins, il faudrait tâter un peu la température d'actualité et d'information. Okay. J'ai allumé la télévision et aussitôt allumé la télévision, pouf, je suis tombé sur France 24 et que je vis que les États-Unis, en coalition avec l'Israël, avaient bombardé l'Iran. Mais au fait, les premiers mots qui m'étaient arrivés, je me suis dit enfin. Enfin, pourquoi? Parce que dans l'opinion publique, c'est comme si Trump était hésitant pour attaquer l'Iran. Mais c'était une stratégie. Il était hésitant. Pourquoi? Parce qu'en même temps, ils avaient initié des négociations avec la délégation iranienne en Suisse, et en même temps, ils déployaient les destroyers américains, les bateaux, les grands navires de guerre américains sur pratiquement les golfs. En fait, je me suis dit, bon, enfin, il est passé à l'acte. Enfin, il est passé à l'acte. Voilà. Monsieur Yannick, sans surprise, comme dit les politologues, que vous avez appris ça? Ça a été prévisible puisqu'il y avait déjà des tensions. Déjà dans les golfs Persiques, il y avait déjà des porte-avions américains qui se sont déjà positionnés. Bon, la politique d'attaque, le fait vert, on ne savait pas quand les États-Unis allaient attaquer, mais on savait déjà qu'il y avait déjà une vive tension, puisque déjà la question était sur l'essai nucléaire iranien. Comme la question était toujours d'actualité, donc ça a été déjà une menace pour la sous-région et puis une menace pour l'allié des États-Unis qui est l'Israël. Et donc, je savais déjà qu'à un moment donné, il y aura une attaque qui viendra de part et d'autre. Donc, lorsque je le suis, je savais déjà que ça a été imminent. Vous saviez déjà qu'il y aura des attaques. Là, je reste encore avec vous. C'est comme si vous le savez. Bon, qu'est-ce qui a motivé cette attaque? Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui a motivé que les États-Unis d'Amérique puissent attaquer l'Iran? Pas seul, mais avec Israël. Comme je viens de dire, il y a des causes endogènes et exogènes. La cause endogène, c'est la mauvaise gouvernance. On voit, il y a la mauvaise gouvernance aux États-Unis d'Amérique? Non, au sein de l'Iran. En Iran? Voilà. Est-ce que la mauvaise gouvernance en Iran, ça concerne l'Amérique? Voilà, c'est ça la politique des États-Unis. Les États-Unis peuvent venir vous imposer ses idéaux, ce qu'ils voient, la manière dont vous dirigez. Il peut dire que non, c'est la bonne marche, la bonne politique gouvernementale, c'est ce que moi je vous dis. Alors il commençait déjà à fustiger la mauvaise politique, la bonne gouvernance de l'Iran. Ça, c'est la cause interne. Et puis la cause exogène, c'est la menace iranienne au sein de la sous-région et au sein de la communauté internationale. Quelle était la menace iranienne? C'est la politique nucléaire. La vraie raison maintenant, c'est la politique nucléaire. Les États-Unis ne veulent pas que l'Iran puisse détenir l'arme nucléaire. Ça, la vraie raison de l'attaque des États-Unis en Iran, c'est ça. Les États-Unis ne veulent pas que l'Iran puisse avoir l'arme nucléaire. L'arme nucléaire. Mais qu'eux puissent en avoir. Ils en ont, mais ils refusent à ce que les autres puissent en avoir. Nous sommes sur la scène internationale où il y a les rapports de force. Ce sont les forts qui doivent en avoir. Les États-Unis estiment que l'Iran ne peut jamais avoir l'arme nucléaire. Pourquoi je le dis? Non. Pourquoi les États-Unis pensent de cette manière-là? Puisqu'ils constatent que les États qui en ont ce qu'on appelle une discipline militaire pour l'utilisation. Donc, ils ont l'arme pour la dissuasion et non pour l'utilisation. Mais l'État, pour l'Iran, Donald Trump croit qu'une fois il aura l'arme nucléaire, il peut s'en servir. L'Iran, tout comme la Corée du Nord, tout comme les autres États voyous, pour les États-Unis, ils ne peuvent pas avoir l'arme nucléaire. Et comme la Corée du Nord a déjà l'arme nucléaire, ils ne peuvent pas accepter que l'Iran puisse encore en avoir. C'est un danger pour la sous-région, c'est-à-dire la région, les Proches et le Moyen-Orient, et un danger pour les États-Unis, puisque pour eux, ils estiment que les dirigeants, ou disons l'autorité politique iranienne, c'est un fou politique. Ils peuvent s'en servir d'un moment à l'autre. D'où ils ne peuvent pas en avoir, en aucun moment. Monsieur Guilain, pour vous, que peuvent être les causes réelles qui ont fait que les États-Unis d'Amérique, alliés avec Israël, puissent
attaqué l'Iran. Vous l'avez dit, donc le dernier mot, c'est Israël. L'Israël, dans la sous-région, dans le Moyen-Orient, c'est l'allié stratégique, le premier allié d'ailleurs des États-Unis. Et vous vous souviendrez, dès que Khamenei était au pouvoir, ils ont proféré les régimes des mollahs. Dès qu'ils ont été au pouvoir, ils ont proféré des menaces à l'endroit des États-Unis et également d'Israël. Donc, il girait. Comme Israël déjà a une arme nucléaire, l'Iran également voudra avoir une arme nucléaire. Or, dans la sous-région, l'Israël a déjà une arme. Il faudrait qu'il reste la toute-puissance dans la sous-région. Donc, avoir aussi un autre pays qui puisse détenir l'arme nucléaire, ça poserait problème dans les leaderships dans la sous-région. Ça, c'est de un. De deux, et surtout que l'Iran, c'est un pays hostile. Bon, l'Iran, quand je dis l'Iran, les régimes iraniens, les régimes des mollahs, des ayatollahs. C'est un régime hostile à Israël, qui ne gire que pour la destruction d'Israël. Et Israël ne peut pas tolérer. Et raison pour laquelle, vous savez que Trump, le président Trump, je vais utiliser peut-être un mot fort, est beaucoup plus circonvenu par rapport à Israël. L'Israël influence certaines décisions de Trump. Je ne sais pas, beaucoup trop de relations. C'est vrai que les États-Unis ont connu beaucoup plus, disons, beaucoup de présidents de la République, mais avec Trump, il y a une relation étroite, imbriquement, je vais dire, lié avec, disons, le président, avec le régime israélien. Donc, Israël, tout ce qu'Israël fait, même ses caprices, ses moindres caprices, sont satisfaits par les États-Unis. Et donc, compte tenu, remarquez, le régime en Iran, c'est un régime chiite. Les chiites financent justement les Hezbollah libanais. Les Hezbollah libanais, non seulement le régime iranien finance les Hezbollah libanais, il finance également les Hamas au niveau du Gaza. Et non seulement les Hamas au niveau du Gaza, le régime iranien continue à influencer, à financer, à appuyer les Houthis au Yémen. Oui. Mais maintenant, regardez. Ces chiites, vous savez, déjà au Moyen-Orient, il y a deux grandes tribus, il y a les chiites et les sunnites. Les régimes en Arabie Saoudite, au Qatar, ce sont des sunnites. Et l'Iran, c'est les chiites. Et maintenant, les chiites n'ont pas, il n'y a pas beaucoup de pays dans la sous-région qui ont le pouvoir. Et disons, les chiites n'ont pas assez de pouvoir. Oui. Maintenant, l'Iran étant entendu, c'est la puissance militaire également et économique sur la sous-région, continue à financer certains mouvements qu'on appelle des proxys. Je venais de citer ces proxys-là, notamment les Hamas au Gaza, les Hezbollah au Liban, mais également les Houthis au Yémen. Et ces proxys-là sont armés, ce sont des mouvements paramilitaires qui ont une force militaire plus que certains pays. Mais maintenant, c'est là où je trouve le génie pratiquement stratégique d'Israël et puis du staff de Trump, bien entendu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas commencé par attaquer l'Iran. Si nous pouvons voir les reculs de l'histoire le plus récent, bien entendu, vous verrez, l'Israël a commencé à affaiblir les Hezbollah, à affaiblir les Hamas, à affaiblir les Houthis. Ce n'est même pas Israël, c'était l'Arabie Saoudite qui avait attaqué les Houthis yéménites. Donc, affaiblir les sous-régions, c'est-à-dire tous les proxys qui pourraient, en cas de conflit, entrer en guerre pour le compte d'Iran dans la sous-région, on les a affaiblis systématiquement. Okay. On les a affaiblis systématiquement. Mais maintenant, après avoir affaibli ces proxys, ils vont attaquer à leur maître. Et en attaquant à leur maître, maintenant le maître est affaibli. Bon, voilà. On va en profondeur. Voilà. Monsieur Zoulou, pour vous, vous avez suivi ce que les deux amis ont dit, les causes qu'ils ont pu énumérer. C'est quoi au juste? Comment vous faites cette analyse de cette guerre? Je suis totalement d'accord avec eux. Je vais compléter en me basant sur l'approche historique aussi, comme le monsieur Guillain aussi l'a évoqué. Vous savez, à une époque, je vais me délimiter à l'époque d'un certain premier ministre, si je m'abuse, ou le président iranien qu'on appelait les Shahs.
les Shahs étaient soutenus par les Américains. Les rois. Le vrai problème, le vrai problème, c'est le contrôle. Les attributs d'une grande puissance, c'est l'influence, la domination, le contrôle. Donc les États-Unis, pour rejoindre monsieur l'assistant, il a dit qu'ils veulent être le maître plein. Alors il faudrait contrôler. Nonobstant tout ce que monsieur Guillain venait de dire, tout ça d'ailleurs, je suis totalement, je ne sais pas comment dirais-je, je suis vraiment étonné. Les Shahs était un allié stratégique des États-Unis à l'époque. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les Shahs, vu qu'il avait le soutien des Américains, il va s'approprier du pouvoir. Et il y aura des habits et tout ça, et puis il y aura une insurrection populaire dirigée par l'ancien guide suprême, le père de celui qui est là aujourd'hui. Oui, de ceux qui étaient là directement selon les Khomeini. informations. Il renverse le pouvoir. Lorsqu'il renverse le pouvoir, sur le plan diplomatique, c'est un message pour les Américains. Donc, cela a énuméré, a déniché, ou soit a exhibé les faiblesses des Américains. Parce que les Américains, lorsqu'ils sont quelque part, ils veulent en sorte d'aimer rester éternellement. Alors là, c'est un message. Et le monsieur, dès qu'il entre au pouvoir, il coupe tous les liens avec les Américains. Et il envisage de développer une bombe nucléaire, par exemple. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les Américains vont créer, si je ne me trompe pas, vers 1968, un traité, le TNP, qui va mettre fin à l'utilisation des bombes nucléaires pour les grandes puissances et consorts. Et tous vont adhérer. L'erreur était que l'Iran, consciemment, il savait qu'il avait ses ambitions, mais il va ratifier ces traités. C'était ça déjà son problème sur le plan international. Il va ratifier. Par contre, la Corée du Sud, il ratifie, mais en 2003, il quitte. Parce qu'elle quitte plutôt, elle savait déjà qu'elle devrait continuer son projet. Alors l'Iran demain reste jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, avec tout ce qui a été dit, pour moi, je pense que la vraie motivation, à part d'abord tout ce qui a été épinglé, c'est le contrôle. Les États-Unis ne veulent pas avoir un rival, des rivales. Déjà, ils ne maîtrisent pas la Russie, il faudrait déjà les savoir. Parmi les alliés de l'Iran, il s'avérait qu'il y a aussi la Russie et tout ça. Ils ne maîtrisent pas la Russie, ils ne maîtrisent plus la Corée, il y a la multipolarité, nous ne sommes pas dans la bipolarité. Alors, un ajout de plus, pour lui, c'est un problème. Surtout que l'arme nucléaire, c'est un enjeu stratégique sur les termes, comment dirais-je, donc sur les termes d'une guerre, de conflit, tout ça là, c'est déjà un atout majeur. Alors pour moi, je pense que les contrôles et la domination, l'influence des États-Unis qui pour protéger aussi, à ne pas oublier l'Israël, parce que l'Israël c'est son fils, on peut le dire ainsi. Alors l'Israël s'est senti menacé, il a fait appel à son père et le père a intervenu pour y mettre fin, quand bien même le droit international a été empiété, mais quand même... On va arriver à cela. Roger, votre lecture? Oui, je voudrais soutenir la lecture de M. Zoul, mais je voudrais un peu changer la donne. Je pense que la référence historique nous aide à constituer la politique. Après la référence historique nous aide à constituer la politique. Je voudrais un peu puisque nous parlons des causes. Vous voulez dire les causes lointaines? Lointaines, très lointaines. Tout remonte après la Deuxième Guerre mondiale. Le régime de Shah arrive avec le soutien des Américains. C'était Shah Pahlavi Reza. Il devient l'empereur et allié stratégique des Américains pour le contrôle du pétrole. Hein. Tu vois qu'au niveau du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, l'Irak et l'Iran, ce sont des grands puissants, des grands pays producteurs de pétrole. Ils l'ont soutenu pendant la guerre froide idéologique. Jusqu'en 1979. Il y a maintenant une révolution des gens qu'on appelait par les mollahs, qui vient de citer M. Guillain. Les mollahs, ce sont des peuples qui ont fait la révolution en janvier 1979 pour renverser le régime d'Ayatollah et des Shahs d'Iran. C'est en 1979. Ils ont pris le pouvoir avec le premier guide suprême, Ayatollah Khomeini. Lorsqu'ils sont arrivés aux affaires, ils ont tout cassé comme accord économique signé avec les Américains. Ces accords qui datent de 1940 jusqu'en 1979. Tous les accords qui étaient signés avec le pétrole sont résiliés.
Maintenant, la question qui se pose, c'est là où nous allons chercher à savoir, nous devons beaucoup plus cogiter, voir quels seraient les génies inventifs de Donald Trump et de son allié Israël pour les lendemains, l'avenir de l'Iran. Okay. Ça, parce que ça... On va y arriver. On va y arriver. C'est un problème stratégique maintenant. Okay. Vous avez décapité. Vous ne voulez pas, parce que l'opinion américaine est hostile en ce qui concerne la guerre sur terrain. On va y arriver. Je vous retire la parole. Merci beaucoup. Ok, merci. Tel que vous dites, vous avez essayé de démontrer les causes. Oui. Vous avez fait voir qu'il y a eu des causes lointaines, mais les causes immédiates maintenant. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Pourquoi seulement aujourd'hui? Parce que ça fait longtemps, depuis les chats d'Iran, vous avez tout dit. Mais dans ces quelques jours ici, qu'est-ce qui a fait que l'Amérique puisse venir prendre la décision d'attaquer? Le contexte international a changé aujourd'hui. Au fait, l'épicentre mondial est en train de... Le monde était pratiquement unipolaire ou sinon bipolaire. Aujourd'hui, il y a le multilatéralisme du monde. Ouais. Les centres du monde, ce ne sont plus les États-Unis. La Chine également est devenue une grande puissance. Et d'ailleurs, c'est l'allié le plus important de l'Iran. L'IRC, je veux dire, la Russie également, c'est l'allié le plus important. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme il y a le contexte international change, il ne faut pas oublier aussi, Donald Trump a une certaine idéologie. Il est dirigé par le projet 2025. Le projet 2025, c'est un projet qui a été conçu par ce qu'on appelle les think tank américains, on appelle le Heritage Foundation, notamment dirigé par J.D. Vance, parmi les membres les plus influents. Donc, le vice-président J.D. Vance, les Tills, et tout ça. Et ces gens-là disent ceci: il faudrait que les États-Unis reprennent sa suprématie. C'est d'un temps. Les raisons pour lesquelles la base, justement, qui soutient Donald Trump, c'est la base MAGA. Mais sauf que dans cette base MAGA, il y a deux franges. Une des franges ne veut pas que les États-Unis continuent à faire la guerre. L'autre frange voudrait que les États-Unis continuent à manifester sa suprématie au niveau international. Et raison pour laquelle Trump, depuis son accession, le deuxième mandat ici, vous voyez, il est en train de démanteler presque tout. Il réquise même, dans certaines questions, l'ONU, pour créer ce qu'il a appelé le Conseil de la paix. Au fait, un substitut pratiquement de l'ONU. Au fait, aujourd'hui, nous sommes dans un tournant où un nouvel ordre mondial est en train d'être né. Ce qui est vrai, au-delà de cette guerre ici, le monde ne restera plus tel qu'il a été auparavant. Ça change. Ok. Je me retourne vers vous, Yannick. Vous avez suivi les amis, surtout Guillet qui a beaucoup parlé. Oui. Et dans tout ça, la manière dont les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran, où est la légalité des choses? Bon, j'ai vu les amis ont beaucoup plus parlé sur la politique internationale, les stratégies, les tactiques, la politique étrangère des États-Unis d'Amérique. Ils ont essayé un peu de répertorier l'histoire de la politique étrangère des USA par rapport au Moyen-Orient. Et je vais aussi tout d'abord réitérer la position de M. Guillain. Voilà, les États-Unis veulent reprendre, disons, l'hyperpuissance au sein de la scène internationale. Il veut imposer, il veut faire voir aux autres que je suis l'hyperpuissant sur la scène internationale. Et vous allez constater que depuis qu'il a frappé, vous verrez même la Russie, les alliés de l'Iran, jusque-là, n'ont encore rien fait. Alors, les conséquences sur les... on dit quelque chose, puisque la Chine a parlé, l'URSS, ils demandent la paix. Ok, ce sont des déclarations politiques. Tandis que là où quelqu'un a frappé, vous êtes dans des déclarations politiques. Nous savons en relation internationale, il y a ce qu'on appelle les principes de réciprocité. Lorsque l'un de vos amis est attaqué, vous devez intervenir. Mais lorsque vous passez dans des déclarations, cela veut dire que vous avez esquivé l'approche pratique de la force. Okay? Puisque l'un a appliqué la force, il a fait recours à la force, vous êtes dans la diplomatie. Donc la guerre devient asymétrique. Or, ce n'est pas ce qui est important. Alors, la question que vous venez de poser sur les conséquences, est-ce qu'il a respecté de l'Amérique et là, nous sommes dans une... Est-ce que c'est légal? Très bien. Là, nous sommes... C'est comme ça qu'il faut procéder. Nous sommes dans une logique du droit international.
il faut maintenant voir que dit le droit international par rapport à cet événement, par rapport à cette frappe israélo-américaine. Surtout, moi je parle beaucoup plus de la frappe américaine, puisque l'Israël a seulement accompagné, disons, je dirais accompagné les États-Unis. Il est venu en aval. C'est les États-Unis qui sont en amont. Alors, que dit le droit international? Déjà, nous sommes dans la Charte des Nations Unies, qui est un instrument, disons, une source de droit international, mais c'est une source qui n'est pas principale, mais c'est une source dérivée du droit international. Dans son article 2, alinéa 4, dit, vous ne pouvez pas faire recours à la force pour toucher l'intégrité territoriale d'un autre État. Vous ne pouvez pas faire recours à la force pour toucher l'intégrité territoriale d'un autre État. Mais à un moment donné, ils ont dit, vous pouvez le faire en cas de cas de force majeure. Merci beaucoup, M. Guillain. En cas de force majeure, vous pouvez le faire. En cas de force majeure. Voilà. Est-ce que maintenant nous sommes dans un cas de force majeure? Je vais expliquer qu'est-ce que stipule le cas de force majeure selon la Charte des Nations Unies. Nous sommes maintenant dans l'article, je crois, 54, si je ne m'abuse pas, de la Charte des Nations Unies, où l'article stipule qu'il y a force majeure lorsque vous avez constaté, vous avez déjà été attaqué par l'autre État. Donc vous avez déjà subi une attaque. Là, vous êtes dans les cas de force majeure. Où vous avez constaté qu'il y a une attaque imminente, donc c'est maintenant solennel aussi au vu de tout le monde que cet État-là se prépare pour m'attaquer. Là, vous pouvez anticiper. Maintenant, dans les cas de figure de l'Iran, est-ce que les États-Unis a réellement constaté qu'il a été menacé directement par l'Iran? Je ne pense pas. Puisque au moment où nous parlons, on dit seulement que non, l'Iran est en train de développer la politique nucléaire, en train de développer la force nucléaire. Mais jusque-là, ça n'a jamais été prouvé. Réellement comme ça, l'Iran n'a jamais eu d'armes nucléaires. Alors, moi je dirais en tant qu'analyste, il n'y a jamais eu des menaces directes de l'Iran envers les États-Unis. Donc ce que Donald Trump a fait au vu du regard du droit international n'a pas de sens. Il a enfreint les normes de droit international. Il a enfreint les normes de droit international. Zoulou, vous dites aussi comme lui que je suis totalement les États-Unis d'Amérique ont enfreint les règles établies. Donc si j'aimerais essayer un peu d'aller loin, nous rentrons toujours sur ce dont j'avais évoqué, les contrôles. J'insiste là-dessus. Donc, si vous voyez tout mais est-ce que si vous voulez contrôler, il faut les faire en désordre, de n'importe quelle manière, tout en cassant les normes établies? Les droits s'épanchent. Idéaliste et les courants réalistes. À l'opposé, vous allez voir, si nous essayons un peu d'analyser, vous allez voir que pour les idéalistes, c'est l'idéalisme qui crée les organisations internationales. La paix. La paix, là, il faudra attendre le retour de Christ pour les chrétiens. Donc, la paix, c'est une utopie. Mais c'est une utopie, c'est un monde illusoire qu'on vend à nous qui sommes censés être faibles. L'effort ne croit pas à ça. L'effort, quand tu m'attaques, je réponds. Quand je sens que vous voulez me menacer, je réponds. Donc c'est ça, la théorie de la jungle. L'homme n'est pas aussi loin de l'animal. On oublie que ce qui nous dissocie, c'est justement la réflexion. Mais les critères, je ne sais pas moi, parfois nos actions, nos actes, parfois sont similaires. C'est la raison pour laquelle je suis en train de dire ceci. La légalité, quand vous avez posé la question, en réalité, cet acte-là n'est pas légal. Mais nous allons voir. Est-ce que vous avez vu avez-vous vu que les grandes Yannick vient de dire, il a cité même un article là, qui dit très bien que lorsque quelqu'un sent qu'il peut être attaqué, il peut déjà agir. Est-ce que l'acte fait par Israël et l'Amérique, parce qu'ils sont à deux, est-ce que c'est pas, ils se sont sentis qu'ils étaient menacés et qu'ils ont réagi pour se défendre effectivement? Donc ils sont dans la légalité. Cet acte-là, non. Ils ne sont pas dans la légalité. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont créé une information, je ne sais pas si cela est connu de nous tous ici. Ils ont créé une information en disant que
l'armée nucléaire ils ont créé l'information. Mais c'est ça, l'opinion, ça peut être installé ou désinstallé. Vous attirez mon attention. Vous dites qu'ils ont créé une information. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont dissimulé les mensonges. Oui, parce que le Congrès était réuni au CSA pour dire que voilà, l'information n'était pas aussi vraie que ça. Ce n'était pas une vraie information parce que selon les informations, c'était que l'armée nucléaire et cet outil-là était déjà prête. Donc, pour eux, ils ont senti que c'était une attaque imminente. Or, en réalité, comme d'ailleurs, là, l'information, là, je ne l'avais pas, mais l'assistant venait de dire ici que c'était justement des composites, tout ça là, ce n'était pas... Et vous voyez maintenant. Or, si les nous allons composants de la... Oui, les composants justement de la bombe. C'était justement en phase préparatoire. Bon, ça reste à savoir si aussi l'information qu'il a dit est vérifiée. Oui, nous allons essayer un peu de... Il faut vérifier. Voilà. Moi, je suis en porte-à-faux par rapport à ça. Ce n'est pas que... oui, en porte-à-faux. Hein, par rapport à cette information. Par rapport à cette information. En fait, pour réglementer l'arme nucléaire dans le monde, il y a toute une agence. AIEA. Agence internationale de l'énergie atomique. Raison pour laquelle vous verrez à chaque fois des missions des experts de l'agence internationale pour aller inspecter dans les différents sites iraniens là où ils sont en train d'enrichir leur uranium. Et les rapports, les tout derniers rapports publiés officiellement, ratifiés même par les délégués iraniens, l'enrichissement est aujourd'hui à 60%. Pour avoir la bombe nucléaire, il faudrait enrichir l'uranium à 80%. Donc, il ne reste que 20%. Bon, il faut pas aussi comprendre. Pour l'Iran, la bombe nucléaire, c'est une assurance vie du régime des mollahs. Parce qu'ils savent, une fois qu'ils obtiendront les armes nucléaires, ils deviennent invulnérables, entre guillemets. Quand je dis invulnérable dans le sens, on ne va pas les attaquer n'importe comment. Parce qu'il suffit qu'ils puissent déclencher l'arme et bon, ils enflamment tout. Raison pour laquelle on a un peu de réticence pour attaquer même la Corée du Nord. Parce que la Corée du Nord est plus avancée que l'Iran. Déjà à 80%. Ah voilà. C'est déjà enrichi. Ils ont déjà l'arme nucléaire. Donc il faudrait comprendre cela. Quant à la question, la préoccupation de M. Chambou dit tout à l'heure, les droits internationaux. Les droits internationaux ont été inventés, vous êtes des internationalistes, par les traités de Westphalie. Avant même, disons, la Deuxième Guerre mondiale. Les traités de Westphalie, les Africains, nous n'étions même pas encore là. C'était entre la guerre, entre la France, les États-Unis, disons, à l'Allemagne, même pas encore les États-Unis. Ils se sont dit, non. Nous n'allons plus nous combattre comme ça, comme on a délimité nos frontières. Maintenant, il faudrait un droit international qui puisse régir nos relations. Mais, rappelez, j'ai aimé tout à l'heure, le droit est soutenu par une puissance. Et la puissance, là, c'est la force militaire. L'État est la seule entité qui puisse avoir le monopole, justement, de la violence légitime. Ça, Max Weber l'a théorisé. L'État est le seul à avoir le monopole de la violence légitime. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si aujourd'hui, vous me tapez ici, je vais recourir à la justice congolaise qui a l'impérium, qui pourrait vous, évidemment, vous mettre hors d'état de nuire. Mais au niveau international, rappelez, au niveau international, lorsqu'un État attaque un autre État, il est difficile d'attaquer directement cet État-là. Pourquoi? Parce que les droits internationaux ne reposent pas sur une puissance de force. Quand je dis force militaire, je vais vous faire rire un peu. Je sais que c'était évidemment, pour amuser la galerie. Quelqu'un dit, lorsqu'on a attaqué déjà les États-Unis, quand il est parti, Trump est parti pour arrêter le président Maduro, et justement voulait également envahir le Groenland. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, je m'en moque de ceux-là qui font le droit international et puis les relations internationales. Donc ça, c'était pour moi. Parce que derrière tout ça, il n'y a pas l'impérium. C'est-à-dire la contrainte. La contrainte, il faudrait que l'ONU
puisse se réunir, puisse dire des sanctions. Regardez, je vais paraphraser, faire un peu une analogie avec ce qui se passe chez nous. Combien de résolutions qu'on a déjà prises contre le Rwandais, comme ça, pour ne pas faire une digression? Je l'avoue, M. Chambouy, c'est une digression. Hein? Combien de résolutions on n'a pas prises au niveau et aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'il manque cette notion de contrainte. Aujourd'hui, si vous enfreignez la loi, l'État vient, on vous arrête. Mais au niveau international. Donc, nous savons pertinemment que les rapports au niveau international, c'est un rapport de force. C'est là où j'ai rejoint ma langue. Vous l'avez bien dit aussi. Les rapports au niveau international, c'est un rapport des relations au niveau international. C'est basé sur les rapports de force. C'est lui qui est plus puissant, il dicte sa loi. Et ce que nous croyons être le droit, ce n'est que l'expression de la volonté du Tout-Puissant. Du Tout-Puissant, c'est-à-dire l'État. Okay. Voilà. Et sa conception. Merci Guilhem. Vous dites, c'est l'expression de la volonté du Tout-Puissant. Quand je dis Tout-Puissant, pas Dieu, mais Tout-Puissant, le pays, la puissance, voilà. C'est ce que Zulu a dit. Ah oui. C'est ce que Zulu a dit. C'est celui qui est fort qui impose. Voilà. Oui, Yannick, vous dites. Bon, je vais nuancer quelque chose. Vous voyez, en droit international, il y a ce qu'on appelle, lorsque vous voulez étudier le droit international, il y a ce qu'on appelle les caractères du droit international. Les droits internationaux, tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les principes de bonne foi. Lorsqu'il y a des sources des droits, il y a puisque les sources des droits sont des conventions, la coutume internationale, toutes ces différentes sources des droits, il faut qu'il y ait un principe de bonne foi. C'est-à-dire les États choisissent d'observer les règles qu'ils ont eux-mêmes choisies, d'appliquer ou de ne pas appliquer. Alors, il y a ce qu'on appelle aussi, parmi les caractères du droit international, l'absence de sanctions, je dirais, l'absence des sanctions sociales. Le droit international n'est pas comme le droit interne. Si, par exemple, vous commettez un acte d'antivaleur, vous commettez une infraction, on vient vous arrêter. Ça, c'est une infraction sociale. Donc, votre intégrité physique est mise aux arrêts. Mais l'État, on ne peut pas emprisonner un État. C'est ainsi, on dit en droit international, il y a de l'absence de sanctions sociales. Mais il faut aussi ajouter, il y a des instruments juridiques. En droit international, vous êtes lié à un instrument juridique que vous êtes soumis. Par exemple, il y a un traité, vous voyez, si vous avez accepté, vous avez adhéré à ce traité-là, vous serez soumis, vous serez assujetti à ce traité-là. Alors, prenons dans les cas de figure de l'attaque, de la frappe israélo-américaine face à l'État iranien. Les États-Unis et l'Israël n'ont jamais ratifié ce qu'on appelle les traités de Rome de 1998. Ce traité-là, c'est ce traité qui stipule que... Les deux pays n'ont jamais ratifié. Ils n'ont jamais ratifié les traités de Rome de 1998 qui stipulent que quelqu'un qui a commis les crimes de guerre, de génocide, crimes contre l'humanité, tout. Voilà, vous êtes responsable sur la justice internationale, entre autres les instances qui sont, voilà, la CPI. Alors, comme ils n'ont jamais signé ces traités-là, donc ils ne sont pas soumis à une responsabilité pénale internationale. Du coup, ça leur échappe. C'est ainsi, moi je vais un peu nuancer. Donc, en droit international, vous pouvez choisir d'être soumis par un instrument juridique ou d'échapper du moment où vous avez signé ou vous n'avez pas signé. Alors, je viens maintenant d'ajouter ce que mes co-débatteurs ont dit. Il y a ce qu'on appelle les principes, les rapports de force. Si vous voulez jouir des droits internationaux, vous voulez jouer sur la scène internationale, soyez fort. Si vous êtes faible, vous allez subir. Voilà. Roger, vous avez suivi ce que les amis ont dit. Nous avons les internationalistes, nous avons l'expert. Et vous, qu'est-ce que vous dites maintenant par rapport à cet acte posé par la coalition Amérique-Israël? Alors, pour moi, le problème du droit international, c'est un problème déjà dépassé. Pour le moment, sur la scène internationale, ce sont des rapports de force qui jouent. Vous prenez par exemple, quand je prends la Charte des Nations Unies, cela a été créé, cela a été élaboré lors de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les États puissants qui ont élaboré ça. Les États-Unis, l'ex-RSS et la France. Et l'Angleterre plutôt, la Grande-Bretagne. À l'époque, c'était le ancien président américain, Franklin Delano Roosevelt. L'ancien président russe de l'époque, c'était Joseph Stalin. Et puis le premier ministre britannique avant la monarchie britannique, Winston Churchill. Lorsqu'ils ont élaboré ça, la Charte des Nations Unies, quand en 2003, je voudrais vous rappeler cette information, lorsque les Américains attaquaient l'Irak, George Bush, qui était le 43e pensionnaire de la Maison Blanche, a dit:
Personne ne nous empêcherait d'attaquer l'Irak, même pas l'ONU. L'ONU, c'est notre frère, c'est nous qui avons créé l'ONU. Voilà un président qui fait cette déclaration sans le développement. Déclaration de George Bush. De George Bush, fils. Donc, il dit, c'est nous qui avons créé. L'ONU, c'est notre frère. Personne ne peut nous empêcher d'attaquer ce que nous voulons. Même pas l'ONU. Donc, il défie la communauté internationale, il défie la chef des Nations Unies. En 2003, ça je me rappelle, c'était un mois d'avril, lorsqu'il a attaqué. Sur TV5, quand je l'ai suivi. Personne ne nous empêchait. Mais où est le droit international? Où est le droit international? Où est le chef des Nations Unies? Et aujourd'hui, il a attaqué. Il est allé attaquer l'Irak pendant qu'il n'était même pas sanctionné. Il a réuni le conseil de sécurité qui devait les sanctionner. Parce qu'il a posé le droit de veto. Il était soutenu par la Grande-Bretagne, soutenu par la France. Mais la Russie et la Chine se sont réservés. Se sont abstenus en 2003. Se sont réservés. Voilà. C'est Voilà. très important. Ils se sont réservés. Mais quand vous parlez aujourd'hui de droit international, ce sont des notions dépassées. Aujourd'hui, ce sont des rapports de force qui se jouent sur la scène internationale. Les enjeux ont complètement changé. Entre c'est ça. À partir de la fin de la bipolarité. Bipolarité du système international. Lors de l'effondrement du mur de Berlin et la balkanisation de l'Union soviétique en décembre 1991 avec le vent de la perestroïka de Mikhail Gorbatchev. Et non plus, je peux compléter. Okay. Toutes les guerres aussi, ce sont des guerres économiques. Toutes les guerres sont des guerres économiques. Donc, au fait, comme nous voyons là, il y a les énergies qui se raréfient actuellement, notamment l'énergie, le pétrole et tout ça. On en parlait. Moi, j'ai voulu un peu. Vous avez anticipé, c'est moi qui dirige le débat. D'accord. Okay, je n'ai pas votre agenda. Sinon, on va voir aux téléspectateurs. Vous avez préparé les questions, alors ce n'est pas le cas. Donc, on va anticiper. Non, vous avez déjà anticipé. Non, ça viendra. Les causes majeures, ce sont les causes. Je vous retire. C'est moi qui gère. Ok. Nous allons arriver sur le coup. Ok. J'agis comme l'Amérique. Ici sur le plateau. Ils s'impose. Ok. Ici c'est moi. C'est comme George Bush. Ok. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs d'Ecopolis, nous sommes avec les scientifiques sur ce plateau. Nous sommes en train d'analyser les opérations militaires que mène actuellement la coalition israélo-américaine contre l'Iran. Nous avons essayé de voir les causes lointaines et les causes immédiates, vous avez suivi. Nous avons essayé de parler de la légalité de ces opérations, de cette attaque. Vous avez suivi ce que les spécialistes ont dit. Vous comprenez que c'est le plus fort qui peut-être semble gagner, dicter sa loi. Mais parce que ces opérations sont en train de se dérouler, il y a des conséquences. C'est pourquoi maintenant je voudrais qu'on aborde un peu cet aspect. Maintenant qu'il y a ce qui se passe au Moyen-Orient, quelles sont les conséquences sur le plan politique? Et donc, moi je dirais, puisque c'est tellement intéressant, les amis ont juste parlé, ils se sont spécialisés sur une seule cause qui est économique, mais lorsqu'ils ont parler de cette cause-là. Ils ont frôlé d'autres causes, mais je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas parlé. Il y a d'autres causes, à part la cause économique. Moi, je parlerai aussi de l'hégémonie américaine. C'est une cause. Dans la région, c'est ça qui est. Donc les États-Unis veulent assurer la suprématie au sein de la région. C'est une cause. Les États-Unis veulent aujourd'hui que le monde sache qu'il est maintenant au devant de la scène sur le plan militaire, c'est en ce qui concerne. Mais il l'a toujours été. Comment il va chercher? Non, il a un moment donné. Ah voilà, je veux réfléchir là. Dans tous les discours de Donald Trump, il dit toujours nous sommes la grande puissance. Mais nous voilà. sommes mais c'est parce que lorsqu'il l'a toujours dit. Mais lorsqu'il est venu, c'est là où il a commencé avec ce discours-là, puisqu'il savait. Lorsqu'il parle de un régime, c'est-à-dire Obama, Joe Biden, il décrit toujours ces régimes-là qui étaient un peu faibles, voilà, surtout par rapport à l'influence russe. Mais aujourd'hui, il veut que les États-Unis reprennent sa suprématie au sein de la scène internationale en général, et pourquoi pas au sein de la région Golfe Persique, Moyen-Orient en particulier. Deuxième cause, pour moi, c'est les contrôles. Mais c'est Guinée a parlé du contrôle, mais il a beaucoup plus évoqué la cause économique, mais il a pourtant parlé du contrôle. C'est le détroit d'Ormuz. Il faut contrôler les espaces stratégiques. Vous verrez, les États-Unis contrôlent la Pologne juste pour avoir
une vue sur la Russie. Les États-Unis ont un contrôle sur les Taïwan pour avoir une vue sur la Chine. C'est ainsi les États-Unis veulent contrôler surtout l'Iran parce qu'il a déjà une allié qui est l'Israël, mais l'Israël est dérangé par l'Iran. Du coup, il faut neutraliser l'Iran pour que l'Israël soit d'abord à l'aise et puis contrôler la sous-région. Donc vous verrez qu'il y a plusieurs raisons qui ont poussé les États-Unis, y compris la cause économique que mon vieux Guilain vient d'étaler. Inutile encore d'en parler, il a très bien explicité cette cause-là. Voilà. Bon, concernant les conséquences, alors là, les amis vont accepter mon point de vue. Moi, je pense que les États-Unis, des fois, il est en train de faire des choses à moitié. Pourquoi je le dis? Parce que lorsqu'il attaque un État, les ISA, il ne termine pas ce qu'il a commencé. Je vous donne un exemple. Il vient d'attaquer la Russie, il a tué les dirigeants, les politico-militaires, ainsi de suite. Qu'est-ce que Donald Trump dit? Attaquer l'Iran. L'Iran, voilà. Il dit au peuple iranien, sortez à la rue, faites du bruit, faites tomber les régimes. Vous croyez que les Iraniens sortiront d'eux-mêmes à la rue pour faire tomber les régimes? Pourquoi pas aller directement vous-même entamer directement, je dirais, la force terrestre pour neutraliser tous les régimes iraniens. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Donc vous verrez que c'est la même chose qu'il a fait en Irak lorsqu'il a capturé Saddam Hussein. Qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, l'Iran, c'est les bazars. Pardon, l'Irak, c'est les bazars. C'est la jungle. Il y a du désordre. Donc moi, je pense que les États-Unis, après avoir frappé les dirigeants, surtout au Moyen-Orient, il ne termine pas son attaque. Il ne termine pas sa mission qui est de changer le régime en intégralité. Pour lui, il faut seulement remplacer les dirigeants et puis vous allez vous sauvez-vous comme vous voulez et c'est comme ça. Donc moi je pense que maintenant, si les plans sociaux, dans son approche sociologique, les peuples iraniens vont maintenant se demander, il y aura maintenant du chaos, il y aura du désordre. Or moi je pense qu'après avoir frappé, il faut directement corriger l'ancien régime pour organiser ces attaques. Parce que nous parlons des conséquences de ces attaques. Très bien. Il y aura des désordres. C'est aussi une des conséquences. Des conséquences, puisque les États-Unis, lorsqu'ils attaquent, ils s'arrêtent pour, disons, neutraliser les dirigeants et la population, ils laissent qu'ils puissent se débrouiller tout seuls. Or, c'est pas bien. Tuzolana, Zulu, votre mot par rapport aux conséquences de cette guerre? La guerre ou quoi, je ne sais pas. Tout a été dit, mais j'aimerais dire aussi une chose, peut-être je ne sais pas. L'avenir du droit international parmi les conséquences. Aujourd'hui, maintenant, nous tous, nous avons réellement vu que le droit international n'est que, je ne sais pas moi, un outil, comme je l'ai dit, qui se penche derrière l'effort. L'avenir également des organisations internationales, surtout pour nous les pays africains, au lieu de se prendre en charge, parce que moi je reviens toujours, je l'ai toujours dit que parmi les deux courants des relations internationales, je suis plus réaliste, parce que le réalisme prône tout ce dont je l'ai dit dans mon préambule, je pense, nous les Africains, nous sommes plus les idéalistes. Nous croyons en un monde de paix, là où on part s'affilier, on se range derrière les organisations internationales sous prétexte que ce sont eux qui vont, je ne sais pas moi, implémenter la paix mondiale et consorts. Maintenant, aujourd'hui, avec les actes posés par les ISA, nous avons vu noir sur blanc que aujourd'hui, les organisations internationales sont silencieuses. Donc, comme conséquence de ces attaques, oui. C'est-à-dire l'avenir du droit international est en danger. Les organisations internationales aussi. Mais le droit international n'est pas respecté ou quoi? L'exposition, permettez-moi, mais c'est une exposition, tout a été exhibé. Ça, permettez-moi, bon, je ne pense pas les dire, mais quand même, nous l'avions vu. Devant les téléspectateurs vous regardent. Oui. Regardez la caméra là. Dites ce que vous dites là au Noir sur blanc, nous avons constaté que le droit international aujourd'hui, la question sur le droit international est mise en cause. Nous devons encore redessiner ces droits. Il faudrait maintenant redessiner. Parce que c'est comme ça. Redessiner ces droits, ce n'est pas avec la proposition faite par Donald Trump, où il a parlé du Conseil de la paix. Le Conseil de la paix. Mais ce sont eux qui sont les précurseurs de l'ONU. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que l'ONU là, il y a plusieurs reprises, il a dit que cette histoire... Enfin, d'ailleurs, c'est une question que je vais encore poser ici, par rapport maintenant à l'avenir de l'ONU. Hein? Parce que Trump l'a dit à plusieurs reprises,
cette histoire n'est pas... Moi, je suis en train de terminer des guerres, alors que l'ONU est là, il devrait faire son travail, il ne l'a pas fait. C'est ainsi qu'il a même proposé les conseils de la paix. J'espère que les experts sont là et les internationalistes ne vont pas me contredire. L'organisation internationale est créée suite aux intérêts communs. C'est justement parce que nous avons des intérêts communs que nous allons nous réunir pour créer une organisation internationale. Alors, à chaque temps, nous l'avions essayé un peu de constater, lorsque les intérêts, les intérêts ne sont pas très bien partagés, il y a toujours une puissance qui se range de l'autre côté pour dire, ben voilà, regardez il y a des failles et tout ça là. Et puis, il se décide pour essayer d'établir sa loi, son nouvel ordre mondial. Et surtout, lorsque je suis en train plutôt de parler des conséquences d'ailleurs, parce que je me suis un peu perdu, lorsque je parle des droits internationaux, je vois aussi, comme je venais de le dire, à part tout ce dont l'émission dit déjà, je suis totalement joyeux lorsqu'ils ont dit déjà avec les rapports économiques et consorts, mais nous allons aussi parler de l'éventuelle guerre mondiale aussi, la crise humanitaire, parce qu'il y aura des carnages, il y aura des morts, tout ça là ce sont des conséquences. Les conséquences politiques aussi existent, les conséquences sociétales, les conséquences politiques, et tout ça là, nous allons maintenant nous poser la question sur l'avenir même du monde. Voilà, nous posons la question de l'avenir du monde, mais là, je pose une question qui peut-être peut étonner, parce que vous avez dit qu'il y aura des morts. Les morts, on est en train de les enregistrer. Hier, je suis là. Oui, d'ailleurs, j'ai vu déjà le croissant rouge, qui donnait déjà le bilan. Pendant 2 jours, il y a eu déjà 555 morts. Ce sont des pertes à ne pas ignorer. Mais attention, le M23 a tué 10 000 morts pendant 2 jours. Mais nous voyons au moins ici, il y a des bombes de ceci, cela, mais il n'y a eu que 555 morts. C'est la raison pour laquelle nous questionnons encore l'apport de ces ONU. C'est la raison pour laquelle l'ONU, des organisations internationales, c'est la raison pour laquelle j'insiste pour dire qu'avec tout ça là, nous voyons que le droit international est en péril. Il faudrait redessiner, ou soit comme j'ai rejoint l'assistant qui a dit qu'il faudrait même les laisser au passé. Attention. Et maintenant, ce sera la jungle. Les temps nous est compté, nous devons évoluer. Et vous avez à dire... Je voulais dire ceci également en ce qui concerne les conséquences politiques pour l'Iran. Ok. Analysons un peu, parce que les théâtres, ça se passe en Iran. Ouais. Quel serait l'avenir de l'Iran après cette guerre ici? Ok. Jusque-là, les buts poursuivis par les frappes américaines et israéliennes, la salve de bombes et tout ça, n'est pas expressis verbis clarifié jusque-là, pour dire réellement que nous voulons que les régimes la quittent. C'est vrai qu'ils ont voulu décapiter. Le problème, c'est quoi? Trump est buté par des problèmes. C'est vrai, le régime des Mollahs, c'est un régime hostile aux États-Unis et à Israël. Il faudrait changer ces régimes-là. C'est ainsi qu'ils ont commencé à bombarder. Mais de l'autre côté, comment on va changer les régimes? Parce qu'il faudrait savoir, sur le terrain, l'opposition au niveau de l'Irak n'est pas bien organisée, n'est pas bien structurée. Il n'y a pas vraiment une opposition là. Au niveau de l'Iran. De l'Iran. Il n'y a pas vraiment une opposition. Donc quelqu'un qui pourrait prendre la relève. À un certain moment, raison pour laquelle Trump a lancé, à qui veut l'entendre en Iran, population, prenez-vous comment? En charge. Population qui n'a pas d'armes, avec des couteaux, des machettes, va-t-elle, je vais dire, cisalpiner une équipe politique bien rodée? Mais c'est ce que Yannick a dit, les désordres, dans les conséquences. Justement, donc ils vont, Trump, comme il est là, il s'en fout, permettez-moi des termes, il s'en fout de qui va remplacer les mollahs ou qui ne va pas les remplacer. Ce qu'ils ont besoin, c'est quoi? Que les régimes qui vont les remplacer soient tout simplement soumis aux États-Unis. Qu'ils soient démocratiques ou pas. Parce que la question de la démocratie, remarquez Trump, lui, il s'en fout. C'est question tout simplement que les intérêts économiques des États-Unis soient sauvegardés et gardés. C'est ça le vrai problème. Mais maintenant, on va voir. Il a déclaré que d'ici là, peut-être dans 4 semaines, la guerre va prendre fin. Mais on ne sait pas trop.
Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il craint ce que je disais, ut supra dictum, l'enlisement, le bourbier, à l'instar de ce qu'ils ont vécu en Irak et en Libye. Parce que les Américains n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Donc, ici, nous devons maintenant juger la coalition israélite et américaine par ce qu'ils vont mettre en place après le régime des Mollahs. Donc jusque-là, c'est encore flou. Okay. Et quand c'est flou, c'est quoi? C'est nous allons verser facilement justement à quoi? À la guerre civile, à la course au pouvoir et tout ça. Mais il ne faut pas oublier, Trump, ce n'est pas un enfant de cœur. Quand il arrive là-bas, ce qui va commencer à sécuriser, ce sont des puits de pétrole. Pour assurer l'approvisionnement en pétrole. Lorsque Guilain parle, il a parlé des conséquences politiques, mais il termine toujours par l'économie. Oui, bien sûr. Ok. Roger, bien sûr. Parce que toutes les guerres sont économiques. Vous avez suivi, mais au-delà des conséquences économiques, on en a beaucoup parlé, il a parlé des conséquences politiques et conséquences sociales, socio-culturelles. Bon, est-ce que vous n'avez pas suivi que le dimanche soir, en Texas, quelque chose comme ça, il y a un terroriste, quelqu'un qui est sorti, et les sentiments anti-américains ne vont pas se développer? Va se développer. C'est ce qui se passe, je voulais me converser avec ce qu'il a dit, au niveau de l'Iran. Mais parce que l'Iran a des armées. Il y a une armée qui est là pour protéger la révolution islamique, qu'on appelle les gardiens de la révolution. Il a l'armée loyaliste, mais l'armée loyaliste, ils sont fatigués. Ils ne sont pas d'accord avec ces régimes islamistes. Parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont pas de matériel, ils ne sont pas tellement considérés. Ceux qui sont beaucoup payés, ce sont des gardiens de la révolution qui sont bien soutenus. Mais c'est ce qui va faire une guerre civile à l'interne. Parce que maintenant, lorsqu'il y aura des manifestations, parce qu'ils sont déterminés à se manifester. L'armée loyaliste n'est pas d'accord. N'est pas d'accord. N'est pas avec le régime de Mollah. Avec le régime de Mollah. Parce qu'ils sont marginalisés. Il y a aussi une autre armée. Les gardiens, c'est la plus puissante armée. C'est-à-dire, ces attaques, cette guerre qu'on a commencé, ça va engendrer les désordres. Les grands désordres témés pendant 40 ans qui ne seront pas maîtrisés. Ça, je vous dis la vérité. Parce que les populations vont se manifester. Parce que les gens veulent le changement de régime. Les Iraniens, 80-70%, ils veulent qu'il y ait un changement de régime. Ils sont fatigués avec ces régimes de violence, de terroristes islamistes, de Mollah. Ça, ils veulent le changement. Mais les femmes, si le faveur du système de voile, on vous impose le voile, quand vous ne portez pas le voile, le Coran... Bouta, en fait, nous devons faire les distinguos entre ce que nous regardons à la télé et ce qui se passe réellement en Iran. Bon, quand nous regardons à la télé, on nous fait croire que l'Iran, nous croyons, ils vivent dans une époque moyenâgeuse et tout ça. Mais l'Iran, c'est un pays moderne. C'est un pays moderne. Attendez, c'est un pays moderne. C'est vrai, il y a une frange de la population qui est hostile au régime. À l'instant là, il est difficile de se prononcer que la majorité est contre les régimes actuels. Ah bon, ça c'est la lecture que moi je... Le problème c'est quoi? C'est dans la liberté. Nous forgeons notre opinion. Nous forgeons notre opinion sur base de ce que nous regardons beaucoup plus à la télé. Il faudrait voir peut-être des sources alternatives pour bien comprendre ce qui se passe en Iran. En fait, les médias occidentaux nous montrent l'image de l'Iran, pays où les femmes sont voilées, c'est moyenâgeux, mais ce n'est pas toujours le cas. Vous allez en Iran, vous trouverez des gratte-ciels. C'est un pays économiquement plus fort que certains pays européens. Merci Guilain. Vous n'avez plus la parole. Nous donnons la parole maintenant à Yannick. Yannick, les conséquences. Voilà, les conséquences sociales post-guerre. C'est ça la question. Quelles seront les conséquences sociales après ces différentes frappes? Alors, je veux un peu, disons, parler d'une jurisprudence. Vous verrez, lorsque les États-Unis en 2003 ont attaqué l'Irak de Saddam Hussein, l'Irak était un peu organisé à la manière de Saddam Hussein. Mais après la guerre, vous avez vu ce que c'est le chaos. C'est comme la Libye. La Libye,
lorsqu'il a été attaqué, je crois en 2011, lorsqu'il a été attaqué par l'OTAN. Le printemps africain. Voilà, donc après la guerre, aujourd'hui en Libye, c'est les chaos. Alors c'est la même chose. Maintenant, c'est ce que nous craignons en tant qu'analystes. Pourquoi, lorsque les Occidentaux en général, les États-Unis en particulier, frappent un État, disons un État arabe ou un État du Moyen ou proche Moyen-Orient, Extrême-Orient, pourquoi après l'attaque, ils n'ont pas une politique pour organiser cet État-là, comme ils ont fait avec les plans Marshall. Vous verrez qu'en 1945, lorsque l'Europe a été décimée, même lorsque le Japon a été attaqué par Hiroshima, Nagasaki et ainsi de suite, c'est les États-Unis eux-mêmes qui ont pris l'initiative de construire encore le Japon. Pourquoi ils ne le font pas pour les États arabes? Moi, je pense que si, après les frappes, les États-Unis, disons, avec leur politique étrangère, auront cette sympathie-là d'organiser l'Iran, même à la manière des États-Unis. Mais organisez quand même cet État-là que vous avez frappé. Ne faites pas comme vous avez fait à l'Irak, tout comme vous avez fait à la Libye, ça sera le chaos. Et à chaque fois, vous allez commencer maintenant à attaquer et vous ne faites rien après les attaques. Nous, on ne va pas accepter, même si vous êtes les États-Unis. Ok, merci. Socialement parlant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous suivez les débats qui se passent sur ce plateau. Nous parlons de l'attaque menée par les États-Unis d'Amérique et l'Israël contre l'Iran. Iran qui est un pays qualifié pour la Coupe du Monde. Et Iran qui va jouer dans un groupe qui est classé aux États-Unis. Et aujourd'hui, il y a cette confrontation. Qu'est-ce que ça va engendrer, Roger? Alors, moi je pense que c'est un problème majeur, mais je pense que le football c'est pas une affaire politique. Je sais que le président Infantino, le président de la FIFA, Fédération internationale de football, association, il est allé faire des balais diplomatiques pour sécuriser l'équipe iranienne qui ira jouer à la Coupe du Monde. Parce qu'on ne peut pas les empêcher d'aller jouer, parce qu'ils étaient déjà qualifiés avant que l'attaque de frappe américaine puisse attaquer l'Iran. Toussoulana, votre réaction? Un pays qualifié, et en ce moment, ce sont ces deux pays qui se renvoient des balles de part et d'autre. Aujourd'hui, certes, le football n'est pas politique, certes, mais quand même, c'est parmi aussi les facteurs qui influencent aussi les relations internationales d'une manière ou d'une autre, surtout sur les termes d'échange culturels et consorts. Alors, je pense que l'Iran jouera la Coupe du Monde. Mais en Amérique. En Amérique, parce que c'est trois pays organisateurs, assez que il y aura peut-être une politique qui se fera en sorte que l'équipe de l'Iran ne joue que peut-être au Mexique. Je ne sais pas totalement. Mais je pense qu'ils selon les informations en ma possession, c'est comme si l'équipe de l'Iran est dans la poule qui va jouer aux États-Unis. Donc là, je n'avais pas cette information, mais je pense que les États-Unis vont renforcer sa sécurité, et les joueurs iraniens auront quand même, je ne sais pas, ils vont vivre quand même une situation là qu'ils n'ont jamais vécue, peut-être dans d'autres coupes du monde. Guylain, les conflits actuels vont influencer même les sports. Normalement, les sports, de manière générale, par principe, est apolitique. Mais nous avons vu également avec le comité international des Jeux olympiques, on a suspendu la Russie, évidemment. Mais je crois qu'ils commencent à faire regagner les athlètes russes dans les compétitions. Ce qui n'est pas encore le cas pour la FIFA, parce que nous parlons du football, ce qui n'est pas encore la FIFA. Mais il ne faut pas oublier, Infantino a une relation intimement liée avec Trump. Il ne faut pas oublier, Trump, c'est le prix Nobel de la FIFA. Il a reçu le prix Nobel, je ne sais pas comment, le plus grand prix honorifique, je crois que c'était l'année passée. Donc je ne crois pas la FIFA aller en porte-à-faux par rapport à la politique menée par Trump en Iran. Donc, si peut-être il faudrait donner un avis, encore que ce n'est qu'un avis, oui, donc peut-être l'équipe, disons l'Iran, sera des partis aux États-Unis. Donc là, ce n'est pas la politique. Vous savez, le football est utilisé aujourd'hui comme un outil de la diplomatie, de la politique et ailleurs. Quand il y a football, c'est une messe qui rassemble beaucoup de gens. Les enjeux footballistiques dépassent même les considérations purement du sport. Maintenant, c'est vraiment un enjeu géostratégique.
Parce que pour Trump, empêcher les athlètes iraniens d'aller matcher sur son territoire, ça serait quelqu'un, il serait vu, Trump serait vu comme quelqu'un qui n'est pas démocrate, quelqu'un qui n'est pas, au fait, qui n'a pas l'universalité je vais dire, les démocrates vont se... voilà, des considérations un peu. Donc, je ne crois pas qu'ils seront empêchés, je vais dire, les athlètes iraniens, de fouler les sols américains pour aller matcher. Donc, ils vont bien matcher là-bas, il n'y aura pas de problème. C'est mon avis, évidemment. Ok, c'est votre avis. Yannick, les frappes militaires actuelles ne vont pas influencer le sport, plus précisément la Coupe Déjà, du Monde. la politique n'influence pas le football, puisque la FIFA, c'est une fédération autonome qui organise ces différentes rencontres en toute autonomie. Mais moi, je pense que s'il faudra quand même, Gianni Infantino, s'il faudra quand même frapper ou sanctionner, c'est les États-Unis qui seront sanctionnés. Puisque, essayez un peu de réfléchir, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, vous avez vu, la Russie a été sanctionnée. Mais disons la vérité, c'est les États-Unis qui ont envahi l'Iran. L'Iran n'a jamais envahi les États-Unis. Donc s'il faut sanctionner, normalement c'est les États-Unis qui doivent être sanctionnés. Et normalement c'est les États-Unis qui ne doivent plus être, par exemple, les pays organisateurs. Ils doivent être retirés. Si normalement on respectait les règles du football. La jurisprudence est là, la Russie avec l'Ukraine. Alors mais je vais ajouter quelque chose. Mais la politique... disons, on ne prend pas de décisions, disons, la FIFA ne prend pas de décisions sur base des influences politiques. Mais les enjeux politiques peuvent influencer un match de football. Là, je peux assurer. Je donne un exemple. Lorsque nous avons eu des problèmes avec le Congo-Brazzaville, on a brutalisé, on a frappé nos frères, nos concitoyens au Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on s'est rencontré avec le Congo-Brazzaville, il y avait eu des enjeux. Même les joueurs savaient que ces gens-là nous ont frappés. Donc, un problème qui est politique peut indirectement influencer un match de football. C'est ainsi que je dis, l'Iran aura des problèmes à jouer aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les Américains peuvent utiliser cette animosité-là pour encourager toute équipe qui va jouer avec l'Iran. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là, les enjeux qui se passent aujourd'hui peuvent influencer un match de football, mais ne peuvent pas influencer la FIFA pour qu'ils puissent sanctionner ou peut-être qu'ils puissent préjudicer l'État iranien. Ok, merci. Nous allons à la fin de cette émission, mais je veux qu'on termine sur un point. Et je commence avec Roger, parce qu'il est internationaliste. Quel est le rôle maintenant de l'ONU? Quelle est la place de l'ONU dans tout ce qui se passe aujourd'hui? L'ONU a été créée après la Deuxième Guerre mondiale. Je voudrais remonter ce que M. Guilla avait dit. Au XVIIe siècle, lorsqu'on a créé le traité de Westphalie, c'était pour créer les États modernes avec trois éléments sociologiques, les territoires, la population et le pouvoir politique. Là, c'était la modernisation. Nous sommes arrivés après la Première Guerre mondiale, 1914-18, on a créé la première organisation mondiale à vocation internationale, c'était la Société des Nations. Créée lors du traité de Versailles de 1919, c'était l'influence de l'ancien président américain, M. Wilson. On crée cette organisation, c'est pour éviter tout déclenchement d'une seconde guerre mondiale. Arrivé en 1939, avec l'hégémonie du nazisme d'Adolf Hitler, avec ses alliés, le fascisme de Benito Mussolini et Hirohito, l'ancien président japonais, ils ont fait l'axe du mal pour attaquer l'Europe. Ils attaquent, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont pris la Deuxième Guerre mondiale, il fallait maintenant changer les trois pays vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Les États d'Amérique avec Franklin Delano Roosevelt, l'ex-URSS avec Joseph Staline et les Britanniques avec le Premier ministre britannique Winston Churchill ont conçu cette idée de créer une nouvelle organisation qui devait remplacer la CNN qu'on appelle l'Organisation des Nations Unies. C'était le 24 juin 1945 à San Francisco. On crée ça, c'est avec pour mission d'éviter tout déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Parce qu'on avait connu des conséquences de la Deuxième Guerre mondiale, parce que l'Europe a été complètement détruite avec la politique naziste d'Adolf Hitler. Il fallait le plan Marshall pour remonter les économies. Mais au fur et à mesure qu'on avançait avec la bipolarité et de la scène des fonctions du système international, on a compris aujourd'hui que les États, avec le rapport de force, ils sont en train de négliger la Charte des Nations Unies. Ils s'en passent de l'ONU. Les États s'en passent de l'ONU aujourd'hui. Ils tiennent compte des rapports de force aujourd'hui. Ok. Comme les États d'Amérique, la Chine, la Russie. Ils ne s'intéressent plus.
Tu vois, même quand la Russie attaquait l'Ukraine, il n'a pas tenu compte du droit international. Comment un pays souverain doit être attaqué? Il y a quelles sanctions? Qui pouvait l'empêcher? On a essayé de faire des balades diplomatiques pour convaincre la Russie à abandonner la guerre. Il n'a pas abandonné la guerre. Donc l'ONU l'ONU n'a plus de valeur. n'a plus de valeur. Il ne pèse plus, comme l'a dit Guilain. Combien de résolutions votées? Nous avons une dernière résolution 2773 qui a été votée au mois de février, 27 février 2025 pour terminer la guerre à l'Est. Quels sont les résultats escomptés? L'ONU n'a plus sa place. N'a plus sa place. Okay. Maintenant, il faudrait qu'on change. Je pense il faudrait qu'on change. Il faudrait qu'il y ait une conférence internationale pour revoir le fonctionnement de l'ONU. Est-ce qu'il faut changer encore l'ONU? Est-ce que l'école internationale est encore importante? Parce que si le plan de système juridique international, moi je ne trouve pas leur importance sur la personne internationale par rapport aux réalités d'aujourd'hui. C'est fini. Toujours là, non? Quelle est la place de l'ONU aujourd'hui? Une fois, je me rappelle à l'époque où je suis étudiant, nous avions fait un examen où on nous a posé la question sur l'ONU. Ils ont dit que la question était l'ONU est antidémocratique et achronique. Je pense que ce sont les problèmes qui ont déjà, dès le départ, essayé un peu d'égarer l'ONU. C'est une organisation antidémocratique. Pourquoi? Déjà, pour rejoindre un peu l'idée de M. l'assistant, la hiérarchisation d'abord. Vous voyez, l'ONU, sur le plafond, nous avons ce qu'on appelle le conseil sécuritaire. Le conseil sécuritaire est composé de 5 pays permanents. Les pays qui sont censés gagner. Qui ont les droits de veto. Oui, qui ont les droits de veto parce qu'ils ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Et vous allez constater que tous ces pays-là, ce sont les pays qui dictent leurs lois à l'opposé de ce qu'eux-mêmes ont créé à travers l'ONU. Donc ce sont eux qui causent, qui sont même les agents causals de tous ces mots-là qui déroutent au moins, qui dévient au moins les aspirations de l'ONU. En bref, l'ONU est inutile aujourd'hui. Mais c'est clair. L'ONU nous a exhibé ces failles. Alors, mais moi, je ne suis pas pour la création aussi, je ne sais pas moi, d'une organisation internationale. Parce qu'à chaque temps, les organisations internationales sont les émanations des grands leaders. Ils pensent selon ses intérêts. C'est toujours pour promouvoir d'abord leurs intérêts qu'ils créent des organisations internationales. Vous proposez quoi? Ben, je pense qu'il faudrait justement qu'on reste dans les jungles. Mais nous sommes déjà dans la jungle, dans la pratique. Donc que l'ONU reste toujours là. Vous proposez que le plus fort s'impose. Comme ça se fait? L'ombre de l'ONU, elle peut rester là comme l'ombre qu'elle est déjà, et puis que le monde continue, que nous, les Africains, nous puissions continuer à chercher à être forts, parce que même les conseils... Soyons concrets. Oui. Vous voulez que l'ONU reste l'ombre d'elle-même telle qu'elle est là, mais déjà, que ceux qui sont puissants puissent s'imposer. C'est la raison pour laquelle cela va nous amener. Cela va nous amener à ce que j'ai toujours dit. Le réalisme doctrinaire prendre quoi? Prendre l'organisation étatique. Chaque État doit s'organiser, doit comprendre qu'il doit protéger son espace vital, comme le dit Ratzel. Donc, vous devrez comprendre que la réalité se diffère des idéaux qu'on chaque État doit s'organiser, c'est comme l'Iran s'est organisé avec des armées. Hier, nous avions les sociétés. Hier, nous avions les sociétés des nations. Nous nous sommes réveillés, un leader a pensé, non, les sociétés des nations avaient échoué. Nous n'avons pas compris les pourquoi, parce que nous sommes faibles, et le lendemain, c'était l'ONU. Et puis aujourd'hui, on se réveille pour dire que non, l'ONU, nous sommes en train de parler de l'ONU. C'est vous qui dites que l'ONU a échoué, c'est vous qui dites. Non, c'est Trump. Donald Trump l'a dit. C'est la raison pour laquelle il veut passer à autre chose. C'est la raison pour laquelle ils veulent créer une autre Conseil de la paix. Et totalement. Donc, si nous voulions dire aujourd'hui, si par exemple l'ONU, comme je suis en train de l'attester ici, que l'ONU a failli, alors tant mieux qu'elle reste l'ombre d'elle-même, mais les sociétés s'organisent autrement. Merci. Yannick, l'ONU a failli. Quelle est la place de l'ONU ici? Et vous, qu'est-ce que vous proposez? Vous savez, lorsqu'on parle de l'ONU, nous devons comprendre les différentes théories des relations internationales et puis comprendre les droits internationaux.
qui a créé l'ONU? Qui sont les premiers sujets des relations internationales? Ce sont les États. Ce sont les États qui créent des organisations internationales. Or, les organisations internationales, lorsqu'ils sont créés par les États, créent des lois, créent des principes, créent des normes, créent des statuts, des chartes que les États doivent respecter. Et ces États-là décident de ne pas respecter. Quel est l'impact? Quelle est la responsabilité de l'organisation? L'organisation, c'est comme une maman. L'ONU, c'est comme une maman. Les États, c'est comme des enfants. Les enfants, disons, ont pris la décision de ne pas respecter leur maman. Même s'ils choisissent une autre maman, comme les enfants sont mal éduqués, ils vont toujours négliger l'autre maman qu'ils vont choisir. L'ONU, c'est comme une maman. Les États doivent respecter l'ONU et non l'ONU qui doit respecter leur maman, puisque l'ONU a été créée par les États. Ce sont les États qui se sont dit non, ok, nous devons créer une organisation qui doit nous gérer pour qu'il n'y ait pas une anarchie au sein de la scène internationale. Maintenant, l'ONU est là. L'ONU a créé des organes généraux, elle a créé plutôt des institutions spécialisées. Et dans chaque organe général, il y a ce qu'on appelle un statut, et dans chaque institution spécialisée, il y a des chartes, il y a des actes constitutifs ou des statuts. Maintenant, ces statuts-là doivent être respectés. Qui doivent respecter ces statuts-là? Ce sont les États qui sont les membres de ces différentes organisations-là. Et ils ont décidé de ne pas l'observer. Ils ont décidé de ne pas, disons, les respecter. Quelle est la responsabilité de l'ONU? La question, c'est pas quel est l'impact de l'ONU ou est-ce qu'on doit changer l'ONU. La question, c'est ceux qui ne respectent pas l'ONU, que devons-nous faire pour qu'ils puissent changer cette mentalité? Or, au sein de la scène internationale, il y a ce qu'on appelle, il y a une théorie, une doctrine qu'on appelle le réalisme. Au sein du réalisme, nous avons le réalisme, le néo-réalisme et le réalisme classique. Pour eux, il faut privilégier les rapports de force. D'où, au sein de la scène internationale, il n'y aura jamais de paix, il y aura toujours la guerre. C'est ainsi Harry Dina, qui fut un grand artisan de la paix, a dit « Humanisons la guerre », puisque la guerre, c'est une institution comme le mariage. Personne ne peut éliminer la guerre d'une manière radicale. D'où humanisons seulement la guerre, rendons la guerre humaine, puisque personne ne peut éradiquer la guerre. Puisque nous sommes sur la scène internationale, il y a les rapports de force. Vous ne pouvez pas incriminer l'ONU comme si c'est elle qui est la base de tout ça. Ce sont les États qui ne respectent pas l'ONU, ce sont les États qui ont choisi d'être des réalistes. Nous avons des écrivains comme Hans Morgetto, Raymond Aron, Machiavel. Ils ont écrit sur comment dominer les autres. Maintenant, est-ce que l'ONU a déjà inculqué un État de dominer un autre État? L'ONU prône l'égalité souveraine des États. Mais les États se sont dit non, nous sommes puissants, c'est à nous d'anticiper sur les faibles. Quel est l'apport? Donald Trump vient avec, le Conseil de paix. Vous savez ce qui se passera dans le Conseil de paix? L'ONU que nous sommes en train de fustiger, l'ONU que nous sommes en train d'indexer les doigts, dans le Conseil de paix, l'ONU, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est les États-Unis, c'est Donald Trump qui va maintenant imposer les règles. Tous les États qui seront au sein du Conseil de paix vont respecter les différentes règles édictées par les États-Unis. Quel est maintenant l'impact? Donc vous verrez que même si nous quittons l'ONU pour aller au Conseil de paix, nous serons toujours sous tutelle d'une organisation ou d'un État qui est les États-Unis d'Amérique. D'où restons au sein des Nations Unies, mais changeons notre manière de voir les choses. Or, c'est impossible. Voilà. Donc nous resterons. C'est la manière dont vous avez cité qui m'intéresse le plus. Bilan, les enfants ont décidé de ne pas respecter leur maman. Qu'est-ce que vous dites? En fait, la métaphore, elle est forte là, sauf que les enfants ne peuvent pas générer leur mère. Les enfants ne créent pas la maman, c'est la maman qui met au monde les enfants. Les enfants sont venus têtus. Il y a un enfant qui a mangé sa mère. Je suis en train de voir les États par rapport à la métaphore qui a été prise, les États qui sont des enfants qui ont créé l'ONU, qui se trouvent être leur maman. Je dis déjà, les enfants, en fait, descendent de leur mère. Dans le sens que les États ont donné une partie de souveraineté aux États. C'est le métaphore. Maintenant, ce que je voulais dire, les contextes qui avaient prévalu en 45-46 pour créer l'ONU n'est plus les mêmes aujourd'hui. C'était les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, nous l'avons vraiment effacé ici, en fait, qui ont créé, par rapport à leur volonté, ils ont créé l'ONU. Mais regardez, les grandes puissances là-bas, c'était les États-Unis,
la Russie, la Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne. La France, Et après, tous les vainqueurs, et ils se sont constitués en Conseil de sécurité avec le droit de veto. Très bien. Maintenant, regardez l'évolution. Au tempora, au mores, disaient les latinistes. Autre temps, autre C'est mort. Cicéron. Aujourd'hui, nous assistons à l'émergence des nouvelles puissances. L'Inde. Par exemple, le sud global. Nous prenons l'Inde, nous prenons le Mexique, nous prenons le Brésil, nous prenons l'Afrique du Sud, la Corée du Nord. Non. Ce sont des États émergents qui ont beaucoup d'argent et ils ont également beaucoup de force. Et beaucoup Et d'ambition. non seulement, en 60, prenons le cas de notre pays, nous avions à peine les intellectuels au Congo. On peut compter à bout des doigts. Aujourd'hui, nous avons combien Des d'intellectuels? milliers, des milliers. Pour ne prendre que l'exemple du Congo. Mais maintenant, extrapolons sur l'Afrique. Mais remarquez, l'Afrique qui compte beaucoup plus de membres, disons, dans le système des Nations Unies, nous n'avons même pas un pays qui siège au Conseil de sécurité. Donc vous comprenez déjà, le contexte a changé aussi, les organes, les organisations sont appelées aussi comment? À changer. D'où j'en appelle à la réforme de l'ONU. Il faudrait réformer l'ONU. Prendre en considération les nouvelles donnes. Prendre en considération les pays émergents. Prendre en considération aujourd'hui plusieurs aspects, tant scientifiques, intellectuels, politiques et consorts. Donc il faudrait en prendre en compte pour avoir une organisation. Je ne sais pas si ça serait toujours l'ONU ou ça pourrait être pour avoir une autre dénomination, mais toujours est-il vrai, une organisation qui puisse tenir compte de toutes ces réalités-là. Et pour citer, parce qu'il y avait Conseil de la paix, Conseil de la paix, moi je trouve que c'est une histoire privée. C'est un fait privé de Trump. Déjà, pour y adhérer, il faudrait 1 milliard de dollars. Hein. Oui, Il faudrait 1 milliard de dollars pour y c'est comme ça, adhérer. oui. Raison pour laquelle certains États européens occidentaux sont dubitatifs, réticents pour y adhérer. Bon, d'ailleurs, il s'est autoproclamé président à vie. De ces conseils de la paix. Bon, vous comprenez un peu, je ne suis pas contre Trump, mais l'idée pourrait être bonne dans le sens de réformer l'ONU, mais la façon dont il présente cette idée-là, bon, les gens épris de bonne volonté, de sens et de l'éthique, de la morale universelle, si morale universelle existerait, n'adhéreraient pas. Donc voilà ce que je puis dire à l'instant. Ok, merci. Nous allons terminer cette émission. On a pris tous les temps qu'il fallait prendre. Mais nous allons terminer par une question que chacun va répondre. Maintenant, avec ces opérations qui continuent, ces opérations dont on ne sait pas, Trump a dit dans moins de 4 mois, vous avez dit 4 semaines, que ça va terminer. Mais nous allons clôturer par dire, qu'est-ce qui va se passer? Comment vous voyez l'issue de ces affrontements? Et je commence avec Zulu, et c'est votre dernier mot. Merci beaucoup pour la question. Déjà, donc c'est presque une analyse perspective. Déjà, je dirais que c'est d'abord, c'est un peu biaisé. Je ne sais pas totalement comment projeter cette perspective. Pourquoi? Parce que, selon moi, je pense que au moment où l'Iran ne va pas capituler, parce que c'est ça le problème, accepter. Parce que j'aurais appris que Trump a déjà dit, je l'ai suivi sur Télé 50, Trump a dit qu'il a déjà 3 candidats favorables pour remplacer tout ça à l'Iran. Alors, il faudrait que les régimes iraniens actuels capitulent. Est-ce que le régime en question va accepter de capituler pour laisser la place à Trump de régner en roi? Donc là, je me réserve vraiment pour faire cette analyse perspective, mais je pense que les tractations de confrontation, au moment où les Iraniens ne vont pas capituler, vont commencer et ça sera la guerre. Donc je pense que c'est ça. Merci toujours Lana. Roger, votre projection? Merci beaucoup, M. Chamboui. Moi, je sais que les Américains se sont préparés en conséquence avec leur allié stratégique dans la région qui est l'Israël, pour mettre fin à ces régimes de Mollah. Ça, ils sont déterminés.
ils ont pris cette détermination pour répondre aux conséquences. Parce que la raison pour laquelle vous verrez, il y a des porte-avions sur le golfe Persique. Ils ont comme mission de détruire l'arsenal militaire des moulins, ces régimes. Et renverser ces régimes, instaurer un nouveau régime qui sera favorable pour le contrôle du pétrole au niveau de l'Iran et contrôler cette région stratégique. Parce que c'est l'Iran, comme l'a dit M. Guillain, qui est en train de soutenir la masse au niveau de la Palestine, il soutient l'Hezbollah au niveau de Libye, il soutient les Houthis au niveau du Yémen, il veut avoir la suprématie et l'hégémonie au niveau du Golfe Persique. Mais pour avoir l'hégémonie, il y a un pays qui est hostile à eux, c'est l'Iran, qu'ils sont déterminés à détruire pour qu'ils aient la capacité de dominer, d'influencer, de contrôler et d'exploiter le pétrole iranien. Parce qu'ils gardent une idée depuis la révolution iranienne de janvier 1979 avec Ayatollah Khomeini. Je dis et je vous remercie. Merci Yannick. Nous sommes à la fin. Vous projetez quoi par rapport à l'issue de cette guerre? Voilà. Qu'est-ce qui va se passer après 4 semaines? C'est une jurisprudence. Voyons ce qui s'est passé en Irak, voyons ce qui s'est passé en Libye. Déjà, de par leur culture, les États-Unis... Jurisprudence, vous parlez déjà du désordre. Voilà, donc pour dire que les États-Unis, après les frappes, n'instaurera jamais un régime qui va, disons, se soumettre à la politique américaine. Pourquoi? Parce que les États-Unis ne voudront pas organiser l'Iran puisqu'ils savent qu'à un moment donné, l'Iran peut encore se retourner contre les USA. Donc, il doit laisser l'Iran dans le chaos pour que dans les jours à venir, l'Iran ne puisse pas se remettre et qu'il ne puisse pas recouvrir sa puissance nucléaire. Donc moi je pense que les frappes qu'ils vont mener, après les frappes, il va installer, disons, les entreprises américaines qui viendront pour piller le pétrole iranien et laisser l'Iran dans les désordres comme il a fait avec l'Irak, comme ils ont fait avec la Libye. Voilà. Guilain. Merci beaucoup. La question est d'autant plus complexe que je ne pourrais pas donner une réponse simpliste. D'autant plus que je n'ai pas les pouvoirs prométhéens ou totipotent de prédire l'avenir disons, sur l'Iran. Ce que je puis dire, j'ai réfléchi par scénario, j'ai réfléchi par hypothèse. Par rapport au déroulé des événements, et compte tenu de ce que nous avons déjà vécu par le passé, soit ils vont devoir bombarder l'Iran, hein, et peut-être il y aura une personne providentielle qui sortirait soit des gardiens de la révolution, soit des milieux politiques iraniens qui pourraient prendre la relève du pays, mais qui seraient soutenus par les États-Unis. Premier scénario. Deuxième scénario, les États-Unis pourraient laisser s'enliser la situation, au fait, faire les chaos en Iran, pourvu qu'ils puissent avoir l'ascendant sur leur puits pétrolière. Ça, c'est aussi un des scénarios, leur puits pétrolier. Là, il y a aussi un des scénarios. Un autre scénario serait, il ne faut pas oublier, les chats. Les fils du Shah est en exil. Il navigue, il oscille entre la France et les États-Unis. Donc, lui, d'ailleurs, il a tweeté. Il a dit, d'ici là, nous serons libérés. Il se pourrait, il y a un plan qui se mijote déjà, où on va les prendre pour l'imposer comme étant président de l'Iran. En fait, je ne pourrais que réfléchir en différentes hypothèses et en différents scénarios. Pour ne pas... Et je crois que les scénarios peuvent continuer également. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. Le temps pour moi de remercier les amis qui ont accepté de réfléchir tel que nous l'avons fait ce soir avec tout le monde. Vous avez suivi qu'il y a beaucoup à dire et si l'occasion va encore se présenter, nous reviendrons encore avec les amis pour réfléchir davantage. C'est ici l'occasion pour moi de dire merci à vous, les téléspectateurs et les auditeurs, pour le temps que vous avez pu accepter de suivre tout ce que nous avons dit ici. Nous disons merci à M. Nsabou Yannick, qui est internationaliste, assistant à l'Université libre de Matadi. Merci beaucoup Yannick. Merci beaucoup M. Chambou. Ça a été un réel plaisir d'être ici. Merci beaucoup à Guilhem Boukou Ngoy, consultant indépendant, expert en stratégie
des entreprises. On sent quelles entreprises. Oui, ce soir, nous avons parlé de la guerre. Ah oui, hein. La guerre, c'est une entreprise aussi. La guerre, c'est aussi une entreprise. Merci, merci à tout Zolana Zulu, qui est politologue, analyste politique. Merci pour votre contribution. Merci à Roger Dissonama, internationaliste. Il est assistant à l'Université libre de Matadi. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nos téléspectateurs ce soir. Et prochainement, nous aurons aussi à nous retrouver sur encore d'actualité. Mesdames, Messieurs, dites aussi merci en ce moment à mon équipe technique. Christian Timba, Logos Mabeno, tous sous l'encadrement de Clovis Solo. Le rendez-vous est pris pour la prochaine occasion. Ciao!